все повылетали стекла, стены, ничего, люди остались без квартир. Голые стены, посмотрите, вот диваны, столы компьютерные. Nous rejoignons François Bonnet à Kiev, la capitale ukrainienne. Salut François, on est toujours aussi content de te voir et de te voir avec le sourire. Tu nous racontes ce soir à quoi ressemble désormais le quartier de Podilski, dévasté par les bombardements de l'armée russe. Oui, car pratiquement chaque jour désormais, l'armée russe tire des missiles ou des roquettes qui frappent des zones civiles de la capitale à Kiev. Alors hier soir, un immense centre commercial a été totalement détruit par un missile qui a causé des dégâts pratiquement jamais vus jusqu'alors dans la ville. 6 personnes ont été tuées. Et les images qu'on voit là, c'est vendredi 18 mars. C'est une roquette qui est tombée sur un quartier d'habitation de la rue Mejova à Podilski, au nord-ouest de la capitale. La roquette a explosé vers 8h15 dans un espace vert en fait qui sépare 3 immeubles d'une école maternelle et d'un gymnasium. Un gymnasium, c'est une école primaire et un collège. Alors, les secours étaient à peine partis, donc 2 heures à peine après que les habitants de ces immeubles et des voisins du quartier se sont lancés dans une grande opération de déblaiement. Là, c'est l'école maternelle. On voit donc le personnel de l'école qui déblaye, envoie les vitres par les fenêtres, etc. On a vu qu'il y avait le mur latéral d'un immeuble, le mur entier qui s'est effondré sous le choc de l'explosion, faisant surgir au bord du vide les intérieurs des appartements. Et puis évidemment quelques personnes qui tentent dans ces appartements dévastés de récupérer quelques affaires qui peuvent être sauvées. Et tu as pu rencontrer, François, des personnes habitant juste à côté de cet ensemble, comme Evgeny, qui confirme les infos que tu nous rapportes. Произошла страшная трагедия. Снаряд упал прямо в нескольких метров от жилых домов. У нас разрушено 3-4 дома, школа, детский сад. Все повылетали стекла, стены, ничего. Люди остались без квартир. Голые стены, посмотрите, вот диваны, столы компьютерные. Полностью разрушенная стена. Это такой прилет был в 8:15 утра. Соседние дома задрожали, как заводится автомобиль, так дрожали дома. Как вы видите, ничего не осталось. Все, сейчас люди убирают. А вы где живете? Я живу на Межевой 23, за вот этим домом. Да. Да, и прям получается через дом. Мой дом, но слава богу, у нас вроде там немного, стекла повылетали в некоторых квартирах, но... А вы сказали, что 3 дня назад уже бомбили? Да, тоже 3 дня назад, так же самое возле школы, тоже прилетел снаряд, там тоже 3-4 дома остались полностью без стекол, причем дома высокие, 18-этажные, но даже на 18 этаже нету стекол, нету рам. Их как спички выносят. Здесь, как видите, были гаражи, стоят машины спаленные, сгоревшие полностью. Был сильный пожарный. Пожарные быстро потушили. Было очень много бригад пожарных. Гаражи снесли, так как надо было тушить пожар. Все разрушено, все полностью. К подъездам не подойти. Без жилья остались сотни людей. Сотни, это страшно. Боже, Россия, что ты делаешь? Зачем? Мы же никуда ничего не делали. Зачем вы к нам пришли? Уходите. Уходите от нас, оставьте нас в покое, не трогайте нас. Мы сами разберемся. Spasibo. François, le bilan de ce bombardement est d'1 mort et de 4 blessés, mais aurait pu être bien plus grave. Oui, cela aurait même pu être un carnage, parce que c'est ce que m'expliquait une responsable de l'école maternelle. Elle me disait ceci: nous avons 96 élèves ici, et il y a 500 élèves au gymnasium. Alors heureusement, toutes les écoles sont fermées avec la guerre, mais, me disait-elle, imaginez si elle avait fonctionné à cette heure-ci, c'est-à-dire à 8h15 du matin, il y aurait eu des centaines d'enfants et leurs parents. Aujourd'hui, 2 immeubles sont inhabitables, les familles devront être relogées, et à la date du 18 mars, donc de ce vendredi, un bilan de la mairie faisait état des chiffres suivants: 36 immeubles ont été pour partie détruits,
6 écoles et 4 maternelles ont été touchées par ces bombardements, par des attaques aériennes. 222 personnes ont été tuées à Kiev, dont 60 civils, et parmi eux, 4 enfants et 1 millier d'autres ont été blessés. Un lourd bilan déjà. Merci François, tu es avec le photographe Hervé Lequeux dans la capitale ukrainienne. On peut lire vos reportages dans Mediapart. З Маріуполя ми виїхали 17 березня зранку, але не з самого ранку, пізнього, скажімо так, ранку, точно я не пам'ятаю. І просувалися у бік Запоріжжя через Бердянськ, так, як і всі. Куди всі поїхали, туди і ми, тому що якось туди-сюди їхати самотужки, окремим якимось транспортом – це небезпечно. Тобто ви рухалися в колоні, правда? В колоні рухались, ну, дуже рідко хтось там обганяв, але в цілому це була колона. Ми рушили якби швидко, але потім на нашому путі були постійні блокпости. Перед блокпостами дуже довгі черги, і ми простоювали дуже багато часу. Можна було годину простити? Ні. Угу. Там після Маріуполя були в основному російські блокпости. І ми простоювали дуже багато часу, тому нас попереджали, що дорога довга, але ми навіть не очікували, що настільки вона довга. І головне не те, що вона довга, хоч 2 доби їхати. Головне те, що в дорозі закінчується пальне, взяти його нема. Через те, що багато зупинятися треба. Ти стоїш, не одразу здогадались, що якщо зупинились, треба виключити машину. Але ти виключаєш машину, за 5 хвилин треба смикнутись. Знову включили, виключили, смикнутись. І ось таким чином можна було годинами просто їхати. Так. І воно так дуже швидко спалюється. І така небезпека була, що посеред дороги просто воно закінчується, і що з цим робити? Просто просити людей. Нам казали, що якщо що, беріть пляшку, вставайте, отак от. І люди здогадаються, що вам треба пальне, може хтось відділє, щоб вам доїхати туди, де хоча б перекантуватись. Так. Нам ще в дорозі вже прийшло повідомлення, тому що в Маріуполі немає ніякого зв'язку, ніякої електрики, мобільного зв'язку. Ну, за інтернет я взагалі мовчу. І тому щось дізнатись практично неможливо. Ми їхали на свій страх і ризик повністю. Але ви звідки дізналися про цей коридор? Ми здогадались, що треба їхати. Ну, самі обставини нас підштовхували, тому що там було не варіант залишатись, просто ці бомби вже зверху падають майже на голову. Просто якщо бомба впала десь достатньо далеко, а в мене держать скло, всі шухлядки висмикуються і двері відкриваються, то ми уявляли, якщо вона трішечки ближче, то вже не важливо, ти там в підвалі чи зверху, то тобі настане кінець. Тому треба було їхати, це нас виштовхувало, але як? Marine Turchi, bonsoir du pôle enquête de Mediapart. Revenons sur ce meurtre donc commis en plein Paris. C'était samedi soir. Le rugbyman argentin Federico Martin Aramburu, 42 ans, ancien champion de France avec l'équipe de Biarritz et ancien international argentin, a été abattu de plusieurs coups de feu dans le 6e arrondissement de Paris. Il se trouvait avec son ami Shaun Egarty, un néo-zélandais, rugbyman lui aussi, qui a été blessé à l'arcade sourcilière. Les 2 suspects de cet assassinat, c'est ça dont on va parler ce soir Marine, sont 2 militants d'extrême droite. Ils ont été interpellés aujourd'hui. Le premier s'appelle Loïc Le Priol, il a été arrêté en Hongrie. Le deuxième s'appelle Romain Bouvier, il a été arrêté dans la Sarthe. Par ailleurs, une jeune étudiante de 24 ans présente le soir des faits a été incarcérée et mise en examen pour complicité d'assassinat. On voit ici Romain Bouvier et Loïc Le Priol sur cette photo. Marine, tu travailles sur l'extrême droite et ses réseaux depuis des années et tu as déjà croisé ces 2 profils au cours de tes enquêtes parce que ces militants, connus pour leur violence, ils ont gravité, on va y revenir, dans les cercles proches du Front National. Et puis avec nous, il y a aussi Christophe Cariou-Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocat de Shaun Egarty, l'ami aussi de Federico Martin Aramburu. Voilà, vous connaissez très bien
Ces deux hommes, et j'ajoute voilà que vous étiez donc voilà un ami de ces deux hommes. Votre client, Shaun Egarty, il a été blessé à l'arcade. Comment va-t-il? C'est pas l'arcade qui compte. Je crois que c'est surtout l'âme, l'esprit. Je pense que personne ne peut comprendre véritablement sans avoir vécu ce que Shaun a pu vivre. Puis ce sont aussi des milliers de personnes qui ont été traumatisées, choquées, victimes sur toute la côte basque en Argentine et dans le milieu du rugby. C'était une journée qui devait être une journée de fête et ça a été une journée de drame pour beaucoup de monde et c'est encore très difficile. Revenons à samedi, on est tard dans la nuit devant un bar du 6e arrondissement, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est ça? Non, on est vendredi dans la nuit de vendredi à samedi. À votre connaissance, qu'est-ce qui se passe? À la connaissance, aujourd'hui, dans l'attente d'avoir accès au dossier, en qualité de partie civile, on sait qu'il y aura deux groupes de personnes qui sont attablés en terrasse du Mabillon, Shaun Egarty et Federico Martin Aramburu à une table en train de préparer la journée qui s'annonçait, puisqu'ils avaient un groupe de clients à conduire toute la journée dans Paris jusqu'au match de France-Angleterre qui devait avoir lieu le soir, et une autre table de 3 personnes qui, à un moment donné, a été accostée par semble-t-il, une tierce personne qui demandait soit des pièces, soit une cigarette, et malheureusement, l'atteinte à la dignité de cette personne, ou en tout cas le respect qui était dû à toute personne, n'a pas été respecté à ce moment-là, et Shaun et Federico ont juste demandé au départ à ce qu'on revienne un peu à plus de respect entre Ils sont intervenus poliment? Juste au départ pour calmer un peu tout cela. Et ensuite donc? Ensuite, l'enquête finira d'établir. Je pense qu'il faut être encore extrêmement prudent à ce stade. Ensuite, on sait qu'il y a au moins deux faits de violence qui auront lieu. Un premier devant le café Mabillon et un second après devant un hôtel qui s'appelle Welcome, je crois, où Federico et Shaun s'étaient arrêtés pour demander de la glace pour se mettre sur leur visage qui était tuméfié. Et c'est à la sortie de cet hôtel qu'il y aurait donc les salves de tir, une ou plusieurs, on verra ce que dira le dossier. Les deux suspects, on l'a dit, donc, sont des militants d'extrême droite, Marine. Ils sont déjà connus pour leur violence. Oui, alors on va commencer par Loïc Le Priol, c'est le principal suspect. Il est accusé d'avoir porté les coups de feu qui ont entraîné la mort du rugbyman. Il a 27 ans, il est issu d'une famille d'extrême droite. Il a milité au GUD. Alors le GUD, c'est le groupe Union Défense, c'est un groupuscule étudiant aux méthodes violentes. Et puis c'est aussi un ancien militaire. Il a été membre des commandos marines. On le voit ici avec son uniforme en 2011 des fusiliers marins. Il a quitté l'armée en 2015 après avoir réalisé des opérations à l'extérieur, à Djibouti, au Mali, entre 2013 et 2015. Et en 2015, en raison d'un état de stress post-traumatique sévère d'après la médecine militaire, il a été écarté de l'armée. Alors depuis, il s'est reconverti en chef d'entreprise identitaire, en lançant la marque fétiche de l'extrême droite, Baptou Solide, et puis d'autres marques ensuite de foulards de protection militaire. On va parler maintenant du deuxième suspect, donc il s'appelle Romain Bouvier, lui aussi arrêté aujourd'hui dans la Sarthe. Voilà, Romain Bouvier, il a 31 ans, c'est un ami de Loïc Le Priol, c'est aussi un ancien étudiant en droit de l'université Paris-Assas. Il est actif à l'extrême droite, il a aussi gravité dans la mouvance du GUD, et puis il est fasciné par les armes. On a trouvé plusieurs photos à Mediapart qu'on a publiées dans notre enquête aujourd'hui, le montrant, exhibant des armes. Donc ces deux militants, ils sont de toute évidence fascinés de longue date par les armes, et puis ils s'affichent avec des armes. Alors, il y a quelques années, Loïc Le Priol et Romain Bouvier, ces deux hommes sont apparus dans une bande mêlant des militants du GUD et du Front National de la Jeunesse, comme par exemple quelqu'un qui est connu, Julien Rochdy, l'ancien patron du Front National de la Jeunesse. Oui, on peut même dire qu'ils ont été très amis avec Julien Rochdy quand on voit les nombreuses photos d'eux ensemble qu'on a pu trouver sur les réseaux sociaux ces dernières années ou dans nos archives. Ce sont des photos de moments de convivialité, de soirées au fil des années, notamment dans les années 2014, 2015. Et ce qui est intéressant, c'est que mis face à toutes ces photos, sommet un peu de s'expliquer sur ces liens avec Romain Bouvier et Loïc Le Priol, Julien Rochdy a fini par faire une mise au point sur Twitter. Il s'est désolidarisé
généralisée de Loïc Le Priol. Il a dénoncé un acte inqualifiable, un crime impardonnable, et puis surtout il a dit qu'en fait ils étaient plutôt éloignés ces dernières années, ces derniers temps, depuis l'affaire de l'agression d'un militant du GUD dont on va reparler après. Mais les réseaux sociaux n'oublient rien, puisque nous on a retrouvé des photos récentes, notamment en 2019. C'était au mariage d'un ami commun d'extrême droite. On voit effectivement Julien Rochdy et Le Priol qui s'affichaient ensemble. Donc ce sont des photos tout à fait récentes. Et Marine, donc dans cette galaxie proche des cercles du Front National, eh bien il y a aussi le GUD. Oui, alors Loïc Le Priol a milité au GUD. Il a milité notamment avec un homme qui s'appelle Logan Jean, qui était le chef de ce groupuscule à Paris. C'est un groupuscule aux méthodes, on l'a dit, extrêmement violentes. Et puis surtout, il y a une troisième personne dans cette bande où se mêlaient des gens du GUD et des gens du FNJ. C'est Paul-Alexandre Martin. Paul-Alexandre Martin, on le voit ici avec Loïc Le Priol en 2016 à Saint-Tropez. Il a été candidat du Front National aux législatives en 2012. Il a été également numéro 2 du FNJ avec Julien Rochdy dans les années 2012-2013. Et puis aujourd'hui, il n'est pas sorti du Front National, du Rassemblement National, puisque de l'autre côté, du côté business, il a lancé son agence de com et il assure avec cette société la campagne numérique de Marine Le Pen depuis déjà quelques années, mais pour cette campagne également. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est très important, c'est que ces deux hommes suspects donc sont connus pour des violences graves, très graves même, que Mediapart avait documentées dès 2016, que tu avais documenté dès 2016. Voilà, avec Thierry Vincent, on avait révélé en 2016 des vidéos, 9 vidéos d'une durée totale de 8 minutes qui montraient des faits d'une violence insoutenable. D'ailleurs, on n'avait pas été en mesure de publier toutes les images parce que, on va y revenir, c'était très violent. Qu'est-ce qu'on voyait sur ces images? On voyait une soirée qui se déroulait en octobre 2015 au domicile d'un militant du GUD, d'un ancien chef du GUD, qui va être agressé par 5 militants du GUD venus le passer à tabac. Il va être contraint de se déshabiller, contraint de danser sur l'air de la Macarena en étant roué de coups nu. Et parmi ces 5 militants, il y a Logan Jean, on l'a dit, le chef du GUD, mais il y a aussi Loïc Le Priol et Romain Bouvier, les deux suspects de l'affaire qui nous amène aujourd'hui à parler de l'assassinat du rugbyman. Ils se sont donc rendus à son domicile pour le rouer de coups et le filmer. C'est des actes de violence qu'on a qualifiés de sauvagerie à l'époque dans notre article. Et on va aller regarder ces images, donc attention, ces images, les propos tenus sont très difficiles. C'était une vidéo de 8 minutes où s'enchaînaient des actes d'une grande violence et vous allez l'entendre, des menaces de mort. Lève-toi, on vient de te dire. Lève-toi, assume tes actes. Vas-y, assume. Allez, donne-moi ta main. Je t'ai déjà laissé 2 fois l'occasion de porter tes couilles, tu les as pas portées. Moi aussi, t'es venu devant les flics comme une merde. Viens, allez, porte-les. Lève-toi. Vas-y, assume pour une fois. Putain, pour quel motif? Toutes tes paroles, mec. T'imagines même pas. Mes paroles? Un contraint. Ça a trop parlé. Mais un contraint, tu vois bien que t'es 10 fois plus costaud que moi. T'es une merde. C'est toi l'idée du fascisme. C'est toi le patron du GUD. Mais t'es personne, regarde-toi, t'es personne, t'es qu'une merde. Écoute bien. Lève-toi alors, porte tes couilles. T'es dernière chance de te lever ou alors on te fout à poil, comme tu veux. Tu vas faire le canard devant nous, comme le Merskin. Voilà, pour rappel, le Hammerskin, c'est une organisation skinhead néo-nazie et celui qui prononce ces mots, c'est justement Loïc Le Priol. C'est lui, on l'a dit, qui filme la scène, c'est lui qui s'en vante et on va écouter le son seulement d'une scène qui va suivre parce que les images sont très violentes. On a choisi de diffuser le son pour montrer la teneur de la suite. Tu sais que j'en ai buté plus d'un, les mecs là-bas, tu le sais ou pas? Tu sais qu'une gorge ça va très vite, tu le sais ou pas? Tu le sais? Lâche mon couteau, lâche mon couteau, j'ai dit. Ça va très vite. Tu sais que ça va très vite. Bouge pas. Lâche mon couteau sinon je te pile la main. Que chaque seconde de cette vidéo ça va balancer sur YouTube. Juste pour le plaisir. Le jour où tu parleras. Sinon, elle reste entre nous. Elle reste que pour moi. C'est Loïc Le Priol qui a cette vidéo. Bouge bien en plus, hein. Comme une petite salope. Comme tu es en fait. Voilà pour cette scène. Encore une fois, on a choisi de diffuser seulement des extraits parce que c'est extrêmement dégradant pour la victime, que les images qui suivent sont extrêmement violentes. La victime finit à terre, nue, en sang, frappée, menacée d'un couteau par Loïc Le Priol, qui parlait dans l'extrait qu'on vient d'écouter. Mais il nous a semblé quand même important à Mediapart à l'époque et puis aujourd'hui encore finalement de montrer ce dont est capable Loïc Le Priol et puis ce groupe proche de la galaxie du Front National. Dans cette affaire Logan Jean, Romain Bouvier et Loïc Le Priol,
ont été mis en examen pour violence aggravée. Le procès devait avoir lieu à l'automne dernier. À cause du Covid, il a été reporté au 1er juin prochain. Il y a un troisième personnage dans cette affaire, la jeune femme qui a déjà été arrêtée, elle, plus tôt dans le week-end. Oui, elle a été arrêtée dès samedi. C'est la compagne de Loïc Le Priol. Elle a 24 ans, elle est étudiante et elle est accusée d'avoir conduit notamment la Jeep dans cette affaire. La Jeep dont seraient partis visiblement les coups de feu sur le boulevard. Elle dit, devant le juge, elle a expliqué avoir agi par instinct et par amour. Elle assure avoir demandé à ces deux hommes de partir et d'arrêter de porter des coups. Tu as interrogé les avocats de ces deux suspects. Que te disent-ils ? Oui, je les ai tous les deux interrogés. Les deux ne souhaitent pas faire de commentaires pour l'instant. Une petite question pour tous les deux, et je vais commencer par vous, évidemment. Cette affaire, elle déclenche, vous l'avez dit, pas mal d'émotions dans les milieux que vous fréquentiez tous ensemble, finalement, mais aussi en Argentine. Un peu moins en France. Enfin, il y a eu quelques réactions de responsables politiques, mais par exemple, jusqu'ici, aucune réaction du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, par exemple, n'a rien tweeté, alors qu'on sait qu'il a plutôt le tweet facile sur un certain nombre de sujets. Est-ce que ça vous étonne ? Je crois que l'intelligence dans cette affaire, c'était surtout de laisser le commandant Dumas faire avec ses hommes au 36 quai des Orfèvres pour retrouver rapidement les auteurs présumés des faits. Après, je suis juriste. Je fais du droit, je m'applique à un dossier. Le jour où je ferai de la politique, je vous dirai, et je serai content de venir ici avec vous. Ouais. Ce que je veux dire quand même, c'est qu'il y a eu une émotion très forte voilà, dans ce dossier, même internationalement. Elle y est, elle a été avec beaucoup de questions en Argentine qui ont été posées, en Espagne aussi, où Federico et Sean avaient beaucoup d'amis. C'est bien évidemment une affaire qui suscite d'abord l'émotion. Et face à l'émotion, je crois qu'on devait aussi agir vite. Donc pour l'instant, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est quand même on s'en réjouit, c'est d'avoir des résultats. On a des personnes qui sont présumées avoir participé, mais qui sont aussi présumées innocentes. C'est pour ça qu'il faut s'en tenir au dossier encore aujourd'hui. Marine, alors je disais qu'il n'y avait pas de réaction du gouvernement. Nous, ici, à Mediapart, parce qu'on l'a demandé, finalement, aujourd'hui, on a eu enfin une réaction de Gérald Darmanin, enfin du cabinet de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Oui, effectivement, il est assez rapide parfois à réagir sur un certain nombre d'affaires, notamment sur Twitter. Là, il n'y a eu aucune réaction. Alors, on a décidé de lui poser la question, quelle est sa réaction par rapport à cette affaire. Et ce matin, son cabinet nous a indiqué qu'une enquête judiciaire est en cours et qu'elle permettra d'appréhender les suspects, c'était avant les arrestations, qui devront répondre devant la justice de ce crime odieux. Voilà, sans cette demande, il n'aurait peut-être à ce jour, ce soir-là, pas encore réagi le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup à tous les deux et je crois, vous allez me confirmer, mais en tout cas la cérémonie d'obsèques de Federico Martín Aramburu aura lieu samedi à Biarritz. À 14h à l'église Sainte-Eugénie avec beaucoup d'hommages qui lui seront rendus et puis derrière aussi au stade Aguilera où il a tellement aimé jouer. Voilà, on pense évidemment à vous, à ses amis et à sa famille. Merci à tous les deux. Marine, on te lit sur Mediapart, tu as publié aujourd'hui une enquête sur ce sujet. Quelle est l'influence réelle des cabinets de consultants privés sur les décisions de l'État ? Certains la qualifient de tentaculaire, d'autres parlent d'infiltration. Le phénomène n'est pas nouveau, mais sous le quinquennat Macron, les cabinets se sont taillés la part du lion. Est-ce au profit d'intérêts privés ou de l'intérêt public ? On en discute ce soir avec 3 invités et une journaliste de Mediapart. Sophie Taillé-Polian, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénatrice écolo, porte-parole de la campagne de Yannick Jadot et membre de la commission d'enquête qui a, je précise, puisqu'on est à quand même 10 jours de l'élection, et membre de la commission d'enquête qui a publié il y a quelques jours un rapport accablant, on le voit, sur l'influence des cabinets de conseil. C'est d'ailleurs votre rapport qui parle d'influence tentaculaire. Julie Gervais, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à Paris 1 et autrice de cet ouvrage collectif La valeur du service public. Caroline Michel-Aguirre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à l'Obs et avez signé avec Mathieu Aron le livre Les infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État. Sarah Brett, salut, du service enquête de Mediapart. Tu as travaillé sur le sujet, la question du pantouflage, à lire ce soir dans Mediapart.
disons, dynamiques qu'on peut inclure dans la problématique de l'immixtion du privé et du public. Alors d'abord, de quoi parle-t-on? On parle donc de missions confiées par l'État, des ministères par exemple, à des cabinets de conseil privés pour des prestations de conseil. On va détailler, mais en gros, ça coûte très cher. Ça profite à une poignée de cabinets et parfois la prestation n'est même pas réalisée. Alors je commence par vous, Sophie Taillé-Polian. Pourquoi avoir voulu vous pencher sur le sujet? Quel est le point de départ? Le point de départ, c'est, je crois, pour le groupe CRCE et Eliane Assassi, qui a été rapporteure et qui a énormément travaillé. Je tiens vraiment à la citer, à la saluer. On va l'entendre tout à l'heure. Voilà, ça a été, je crois, plusieurs choses. D'abord, une étude d'impact dans la loi. Dans une loi sur environnementale qui est réalisée par le privé. Une étude d'impact, c'est quoi? C'est quand même le fait de se dire, on va prendre des mesures législatives, quelles vont être les conséquences qu'on peut anticiper. Enfin, c'est éminemment le rôle des fonctionnaires, de l'État, d'essayer d'anticiper ces actions, etc. Et puis, c'est aussi évidemment la crise, la pandémie, où on a vu ce qui relève vraiment aussi des fonctions de l'État, y compris de logistique. On a des services qui savent faire, de prendre la main sur des stratégies vaccinales qui sont éminemment qui devraient éminemment être le fait du service public. Donc je crois que là le Sénat est dans son rôle de contrôle du gouvernement et d'aller vraiment précisément dans ce genre de sujet. Caroline Michel-Aguirre, ce sont les mêmes faits qui ont donné lieu à un point de départ de votre livre? Oui, avec Mathieu Aron, on a tiré un fil au départ qui était en effet l'intervention des cabinets de conseil au niveau du gouvernement pendant la pandémie, qui reste, de mon point de vue, beaucoup plus importante encore que ce qu'on a pu en dire, parce que d'après les informations qu'on a recueillies, ce sont quand même des dizaines de consultants de McKinsey qui étaient à l'Agence de santé publique pour piloter la pandémie. Donc ça nous a posé beaucoup de questions. On a commencé à enquêter et en fait, un fil en tirant l'autre, on s'est rendu compte de deux choses majeures qui nous a poussé à écrire ce livre. D'abord, c'est la prise de conscience d'un écosystème caché sur lequel personne n'avait jamais enquêté. Vraiment, il y a beaucoup de chercheurs qui avaient travaillé, mais au point de vue de la presse et même du contre-pouvoir, que ce soit la Cour des comptes ou les parlements, il n'y avait pas grand-chose. Donc il y avait vraiment l'idée de révéler cet écosystème. L'autre chose qui nous a vraiment frappé, en dehors du coût dont on parlera, c'était le fait que ça n'était pas du tout assumé. Comme dit Mathieu Aron, on ne vote pas pour les cabinets de conseil, je le cite parce que c'est lui qui dit ça. C'est une bonne image, ouais. Et un sentiment très fort de déni démocratique, c'est-à-dire quelque chose qui est dit, qui est fait, mais qui n'est pas assumé publiquement. Et on s'est senti une urgence de le porter à la connaissance du public et de dire, regardez, il y a cet écosystème, prenez-en conscience, débattons-en, on peut être pour, on peut être contre, mais il faut en parler. Vous avez été amenés donc à travailler ensemble, en fait. En parallèle, oui, ouais. Et à collaborer. C'est ce que vous racontez dans votre livre. Oui, enfin, au tout début de la commission d'enquête, Eliane Assassi, c'est vrai que la commission a fait un travail formidable, nous avait entendus à huis clos. J'étais pas seule, hein, il y avait un journaliste de Consultor et une journaliste du site Politico qui a beaucoup travaillé sur le sujet, un peu pour nous demander ce qui nous manquait finalement. Et la première chose qu'on lui a dit, mais il n'y a pas de chiffres. En fait, nous, quelques mois auparavant, on était allé voir Amélie de Montchalin, donc qui est la ministre de la fonction et de la transformation publique. On lui avait dit combien? Et elle nous avait dit, mais on ne sait pas. Il n'existait pas de chiffres pour nous dire combien l'État dépense chaque année en conseil. Alors nous, on avait commencé à travailler sur une base de données européenne qui est ce qu'on avait trouvé de plus complet sur les appels d'offres. Et ce qu'on voyait, nous, mais qu'on ne pouvait pas agréger, parce que c'était trop de contrats dans tous les sens, c'était des contrats en dizaines, en centaines de millions d'euros. Donc on va voir Amélie de Montchalin, on lui dit combien, elle nous dit on ne sait pas, et donc nous, on dit à la sénatrice, déjà savoir le chiffre, parce qu'en réalité, on n'a pas la réponse. Alors on va venir au chiffre, Sarah. Oui, Julie Gervais. Ça. Oui, pour qu'on comprenne bien la stratégie des cabinets de conseil et les conséquences pour l'État, il y a une expression, c'est le paradoxe du serpent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie ? Oui, l'image, c'est le serpent qui se mord la queue. Et en fait, c'est une avancée en deux temps, une stratégie en deux temps. C'est-à-dire que d'abord, les consultants vont accompagner des réformes qui coupent en fait dans les dépenses publiques.
et dans un second temps, ils vont proposer leurs services pour boucher les trous qu'ils auront creusés. Très malin. Donc il y a vraiment, comme ça, on incapacite en fait l'État et on crée un besoin, une dépendance par rapport aux consultants. Mais je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait partie d'une stratégie un peu plus globale, où en fait les consultants jouent un rôle, mais ne sont pas à la manœuvre. Ça fait partie en fait d'un mode de gouvernement qui est la défaillance organisée de l'État. Oui, l'État n'est pas victime d'un assaut extérieur des consultants. Ça, c'est très important. C'est ça qu'il faut expliquer. Le désarmement, en fait. Il faut bien le dire parce que en réalité, là, on a le personnel politique qui décide et qui, par exemple, va... Il y a différentes stratégies. Va, par exemple, couper les effectifs d'un ministère, va sous-doter budgétairement un ministère ou un service public. Ça s'appelle, dans la théorie conservatrice états-unienne, starve the beast, affamer la bête. Donc ce sont des stratégies explicites et qui sont mises en œuvre pour justifier ensuite le recours aux consultants, mais aussi le dépeçage entre ce qui est rentable et ce qui ne l'est pas, confère la SNCF, voire la privatisation. Alors, venons-en donc à ces coûts, à ces chiffres qui sont à la fois attendus, pas connus et estimés. Dans le rapport, on apprend donc qu'une journée de consultant coûte en moyenne 1 528 € à l'État. C'est quand même minimum. Minimum. Oui. On apprend aussi que le coût annuel pour l'État de ces missions n'a fait qu'augmenter ces dernières années. On voit le graphe qui est dans le rapport pour atteindre la somme record de plus d'1 milliard en 2021, dont 896 millions d'euros pour les ministères, les consultations des ministères. Lors de la présentation de son programme, Emmanuel Macron a été interrogé sur cette hausse. Voici sa réponse. Il y a eu une augmentation dans des phases de crise, je crois que c'est ce que décrit le Sénat, mais il y a aussi une baisse ensuite de plus de 15% sur l'année qui a suivi sous ce quinquennat, ce qui montre aussi une procédure de refroidissement, de normalisation. Je pense qu'il faut sur ce sujet-là être pragmatique. Il faut que les règles soient transparentes, il faut que ça soit un apport incontestable pour l'action de l'État et des services, et pas substituable, évidemment, à des compétences qu'on a déjà, sinon c'est de la mauvaise organisation du travail, et il faut qu'à chaque fois ce soit contrôlé en termes de règles de passation de marché, de rémunération. Alors, il y a tout finalement dans cette déclaration, tout ce qu'on va dérouler dans l'émission. Je vous voyais déjà réagir quand il disait que c'était en baisse. Caroline Michel-Aguirre. En fait, il dit deux choses qui ne sont pas vraies. La première, il dit la hausse est due à la pandémie. D'abord, le graphique que vous avez montré précédemment montre bien que non, c'est une hausse continue. Et d'abord, juste une petite remarque, le chiffre que vous montrez, ça n'est que les ministères. Oui. D'accord. Il faut ajouter à ça toutes les agences de l'État, et l'État a beaucoup distribué de ses compétences. Donc ça dépasse le milliard d'euros, c'est ça? Oui, largement. Minima. Et le rapport une évaluation à minima, et il faut penser qu'effectivement il y a tous les opérateurs publics, Pôle emploi. Il n'y a pas l'hôpital, il n'y a pas les hôpitaux, et il n'y a pas les collectivités locales. Donc imaginez le chiffre. Donc le président de la République nous dit ce pic est dû à la pandémie. Alors le rapport du Sénat, il est très très clair là-dessus. Les dépenses liées à la pandémie, c'est 45 millions d'euros. La hausse sur le quinquennat, elle est plutôt de 600 millions. Donc ça n'est pas du tout dû à la pandémie. Et il dit une autre chose qui n'est pas vraie. Il dit ça a baissé comme si c'était acquis de 15% en 2022. Alors d'abord, c'est lié à ce chiffre de 15% est inscrit dans une circulaire que Jean Castex a passée en janvier. Un petit peu à la hâte. Un petit peu à la hâte, à la veille de la sortie de notre livre et de l'audition d'Amélie de Montchalin par votre commission. C'est donc une incitation, cher ministre, vous êtes prié de baisser vos chiffres de 15%, vos dépenses, et quand on regarde dans le détail, le 15% concerne les conseils en stratégie, c'est-à-dire un tout petit montant, pas du tout les conseils en stratégie informatique, par exemple, c'est vraiment le plus petite part des conseils, si bien qu'en vérité, même s'il baisse de 15% cette année, ce qui n'est pas gagné, on aura baissé de 20 millions. Donc en vérité, il acte de la hausse dans ce discours-là.
Oui, parce que en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que d'une part, alors il ment aussi en disant que c'est toujours pour des choses que peut pas faire l'État. Le rapport démontre très bien qu'il y a du versement de subventions qui est réalisé au ministère de la Culture. Il y a l'exemple du guide du télétravail pendant la crise qui en fait aurait très bien pu être réalisé en interne. Donc ça, c'est faux et archi faux. Et on a plusieurs exemples qui le démontrent. Et puis ce qu'il dit, c'est oui, mais en fait, c'est pour des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne sait pas faire. Mais on voit bien que là, à quoi ça sert, ces cabinets? Ça sert à transformer l'État. Il y a donc même un ministère qui est là pour transformer l'action publique. Et donc, pour transformer l'action publique, on fait comme si il fallait absolument passer par l'extérieur, parce que les fonctionnaires seraient trop stupides, peut-être, ou trop ou trop finalement conservateurs, et que donc, pour changer l'État, il faut les méthodes du privé. Et c'est ça, en fait, l'objectif. Et c'est pour ça que c'est éminemment une vision politique du fonctionnement et du rôle de l'État et de la place du politique par rapport aux fonctionnaires qui est là en jeu. Donc cette circulaire qui est sortie, plus qu'à là, de manière opportuniste, pour essayer de, pardonnez-moi l'expression, de rattraper le coup, quand ils se sont rendus compte, ils se sont dit, mince, ça va faire un scandale ou un mini-scandale, donc vite, on fait une circulaire dont personne n'avait jamais entendu parler avant dans les services de l'État, pour pouvoir dire non, mais vous inquiétez pas, on gère et puis on baisse, etc. Mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux, parce que en réalité, Emmanuel Macron se défie des fonctionnaires, se méfie des fonctionnaires. Il veut transformer l'État français qui a une histoire et une façon de fonctionner qui lui est particulière et qui, je crois, est à son bénéfice et à son honneur. Et donc, il veut le transformer pour le mettre en coupe réglée au service du privé et avec le fonctionnement du privé, les indicateurs, les chiffres, les tableaux Excel, la rentabilité et le service public et les usagers, ça ne l'intéresse pas. Sarah. Oui, Julie Gervais, en tant que chercheuse, vous n'aviez donc pas accès à l'ensemble de ces chiffres. Enfin, en tout cas, il était difficile de savoir quelle était l'ampleur du coût pour l'État aujourd'hui en France du recours au cabinet de conseil. Quand vous avez vu les chiffres publiés par le rapport sénatorial, est-ce que vous avez été surprise ? Pas tellement en fait, mais alors c'est vrai qu'il y a des moyens de récupérer certains chiffres via Chorus, etc., des logiciels internes, mais on n'a pas, en tant que chercheur, surtout vu l'État d'exiger des documents, des budgets de la recherche, on n'a pas la même force de frappe, dirais-je, que le Sénat, qui a pu obliger aussi la direction du budget à faire des calculs. Donc là, ce sont des chiffres effectivement très bienvenus pour la recherche. Ça nous permet de donner une base.